Moi, j'aurais bien laissé ma place pour entendre encore un quart d'heure de musique. Moi aussi. Vous, mais bon. On en demande une autre? Est-ce qu'on en demande une autre? Non, on va se faire taper sur les doigts pour rapport au planning. On va se faire gronder. Alors bonjour Agnès Salle, vous êtes haute fonctionnaire à l'égalité, à la diversité et à la prévention des discriminations au ministère de la Culture. Et vous avez aussi récemment été qualifiée de Beyoncé du monde de la culture. C'est trop d'honneur. Ça a bien fait rire mes enfants. Enfin bon. Qu'est-ce que ça vous fait donc aujourd'hui d'être ici aux Assises avec tout ce que vous représentez? C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et également l'occasion peut-être de, non pas de faire un bilan parce que rien n'est jamais terminé, mais d'avoir un regard rétrospectif et prospectif en même temps. Et la formidable qualité des interventions de ce matin, puis de cet après-midi, montre bien à quel point le sujet, maintenant, beaucoup, pas encore suffisamment, mais beaucoup de partenaires de l'ensemble du monde culturel et artistique se sont appropriés ces sujets. Et peut-être qu'en préambule, je voudrais faire deux remarques qui me frappent en compulsant le programme de ces assises et également dans le cadre des activités qui sont les miennes. Ces deux réflexions, ce sont celles-ci. La première, c'est les combats s'additionnent et ne doivent pas se substituer les uns aux autres. J'entends absolument, et elle est tellement légitime, la revendication d'une réflexion sur la transition écologique. Pour autant, et on va en parler tout à l'heure lors de la table ronde suivante, pour autant, il ne faut pas considérer que les sujets relatifs à l'égalité, à la diversité, on va en parler, passent au second plan parce qu'ils auraient déjà été traités. On n'a pas tourné la page, on doit continuer. Et la deuxième réflexion, qui m'accompagne au quotidien, c'est de se dire que les retours en arrière sont toujours possibles et que les reculs, malgré les avancées, malgré les acquis, malgré les progrès réalisés, il y en a eu, et notamment beaucoup grâce au CNM, grâce au Centre national de la musique, dans le domaine en tout cas dans le secteur musical, ces avancées, ces progrès sont réversibles. Il faut que nous gardions ensemble, que nous maintenions ensemble une extrême vigilance sur la nécessité d'avancer. Il me semble, mais peut-être que j'exagère un peu, que toute pause est un recul. Donc je pense que l'avancée est, dans nos sujets, un élément majeur. Et on va en parler. Justement, vous parlez d'avancée, donc on peut parler un peu de combat aussi. Vous mettez dans votre combat à vous deux types de politiques en avant. D'abord une politique d'égalité, ensuite une politique d'inclusion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce propos? Bien sûr, dans la mesure où, effectivement, le ministère de la Culture, et j'ai beaucoup de chance, m'a demandé de travailler sur la prévention des discriminations, sur l'égalité, sur la diversité. Et en réalité, la prévention des discriminations couvre un spectre extrêmement large. Et nous savons que les critères interdits, pourtant interdits, de discrimination peuvent s'appliquer à l'ensemble de la société, à l'ensemble des activités politiques, économiques, sociales, mais aussi à notre monde, à notre univers culturel et artistique. Parmi ces discriminations, bien sûr, il y a celles dont nous avons beaucoup parlé depuis ce matin, liées au genre. Mais il y en a d'autres. Il y a celles liées à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à l'origine ethno-raciale, à l'âge, au handicap, à l'état de santé, au lieu de résidence, à la vulnérabilité économique et sociale. Donc vous voyez à quel point ces critères interdits risquent, et malheureusement ça n'est pas qu'un risque, de s'exercer dans l'univers de la culture, de l'art, de la musique, et à quel point il est nécessaire de bien identifier ces risques, d'abord, de les connaître, de les quantifier dans toute la mesure du possible, et ensuite d'énoncer et de mettre en œuvre des mesures capables de prévenir les risques et de corriger les discriminations. Donc l'inclusion, finalement, c'est une espèce de... C'est un résumé, c'est un mot qui recouvre l'ensemble des actions qui nous incombent, parce que nous sommes responsables de faire en sorte que l'ensemble des domaines culturels et artistiques soit finalement le reflet et une juste représentation de ce qu'est la société française, et non pas une vision tronquée. Tronquée parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes, et nous l'avons vu encore avec les chiffres de l'étude de ce matin, à quel point nous sommes encore loin du compte dans le domaine de la musique, dans d'autres domaines culturels et artistiques aussi, même si des progrès ont été réalisés. Mais au-delà de l'égalité femmes-hommes, il y a d'autres obstacles, d'autres freins
Et il nous appartient, et la ministre l'a dit dans son introduction ce matin, il nous appartient de lutter contre les autres formes d'éloignement et d'empêchement qui s'exercent à l'égard de beaucoup des membres de notre société. Et alors justement, on sait que l'INED réalise de nombreuses études sur la question de genre et d'égalité, mais d'après vous, quels sont les autres outils disponibles et envisageables pour tout autre type de discrimination ? Il y a effectivement un besoin d'identifier les freins et d'avoir, dans toute la mesure du possible, des outils d'observation. Alors, nous ne sommes pas du tout sur le plan des autres critères de discrimination, à l'exception peut-être du critère du handicap, outillés, armés pour mesurer les discriminations, alors que nous le sommes, et on s'en félicite, beaucoup plus et beaucoup mieux sur le champ des inégalités entre les femmes et les hommes. Donc il y a un besoin d'identifier les freins, de mesurer en tout cas comment se traduisent ces freins, et nous y travaillons. Le Centre national de la musique y travaille, le Centre national du cinéma, dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo, y travaille. Nous avons des opérateurs de l'État, aux côtés du ministère de la Culture, qui réfléchissent à des méthodes de travail inspirées, en effet, par exemple, de ce que fait l'ARCOM dans le domaine de l'audiovisuel, de ce que fait l'INED dont vous parliez dans l'ensemble du champ sociétal. Il nous faut réfléchir à la meilleure manière de mesurer d'abord et donc d'identifier les freins. Et on sait bien qu'en réalité, la question ces freins s'exercent à tous les moments de la vie. Ils s'exercent très tôt, dès l'éducation, dès l'école, dès l'apprentissage, par exemple des instruments de musique, dans l'insertion professionnelle ensuite. Et donc je crois que notre vigilance, le rôle en tout cas du ministère de la Culture, consiste à, comme un peu nous l'avons fait sur l'égalité femmes-hommes, à nous intéresser à l'ensemble de ces moments et faire en sorte que, notamment dans nos écoles, dans les conservatoires, dans les écoles de musique, dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse, puis dans l'insertion professionnelle, ces freins qui sont la plupart du temps cumulatifs et qui s'additionnent les uns aux autres, ne jouent plus, ou en tout cas jouent le moins possible et le plus tard possible. Et on a vu à quel point, dans les parcours de carrière, notamment des femmes dans la musique, on trouvait des moments clés qui, à un certain moment, éjectent ou en tout cas empêchent de progresser et de s'insérer professionnellement à la mesure du talent, parce qu'il s'agit bien de ça. Il s'agit de donner une chance égale, c'est l'égalité des chances finalement de chacune et de chacun qu'il faut promouvoir et à laquelle il faut laisser toute sa place. Et on sait malheureusement que le talent ne suffit pas pour accéder à nos métiers culturels et artistiques. Vous parliez de carrière, tout à l'heure je voudrais qu'on s'intéresse un peu à la vôtre. D'après vous, c'est quoi les changements, les contrastes que vous avez pu constater au fil de vos années dans les différentes institutions auxquelles vous avez pris part ? Oh, écoutez, il y en a eu beaucoup parce que ma carrière, je n'ose pas dire quand elle a commencé, mais elle est longue, puisque j'ai vu beaucoup d'évolutions au sein du ministère de la Culture d'une part, des établissements publics au sein desquels j'ai eu la chance de travailler, le CNC, la Bibliothèque nationale de France, le Centre Pompidou, l'INA un peu. Donc j'ai vu effectivement la prise de conscience progressive très marquée aujourd'hui, et c'est heureux, que la culture est un bien commun et que c'est également une forme de lien indispensable, de lien social profond et partagé, mais aussi la prise de conscience que cette culture partagée doit commencer le plus tôt possible. Et le rôle de l'éducation artistique et culturelle est un rôle majeur. Et nos écoles, vos écoles, les conservatoires, là où nous sommes aujourd'hui, sont des éléments majeurs de propagation et de partage de ce savoir. Et puis je crois que l'élément important de ces quelques dernières années, toutes récentes là, c'est cette prise de conscience de l'injustice profonde qu'il y avait à écarter certaines et certains de parcours auxquels les prédisposent complètement leur expérience, leur talent, leur savoir-faire. Et je crois que cette prise de conscience, notamment des inégalités entre les femmes et les hommes, elle est très récente, alors même que les chiffres existent depuis plus longtemps. On a un observatoire de l'égalité dans la culture et la communication qui existe depuis 2013 et qui montre à quel point
différences de parcours sont marquées entre femmes et hommes. Pour autant, les choses n'évoluaient guère. Et c'est depuis finalement peu de temps, depuis 2017-2018, que cette prise de conscience des chiffres et de leur caractère insupportable a débouché sur des politiques volontaristes. Donc je pense qu'en termes d'évolution, il y a cette volonté d'avancer vraiment et d'avoir, et je crois que le ministère de la Culture, là, une politique ambitieuse, très déterminée et très intégrée, c'est-à-dire qui couvre l'ensemble des champs culturels et artistiques, sans stigmatiser l'un d'eux par rapport aux autres, et en même temps la prise de conscience que les obstacles sont à peu près équivalents d'un domaine culturel à l'autre, et que ça c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle c'est que les mesures correctrices sont également assez proches, et on a beaucoup pratiqué d'un secteur à l'autre. On a commencé à expérimenter des mesures dans le champ du cinéma et de l'audiovisuel, et Jean-Philippe en parlait ce matin, la bonification qu'on avait mise en place pour les films dont les plateaux sont paritaires, on s'en est inspiré pour d'autres mesures de bonification, et notamment celle qu'est en train d'expérimenter le Centre national de la musique, de même dans les violences et la lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Les mesures que nous avons mises en place, d'abord dans le champ du cinéma et de l'audiovisuel, ensuite, grâce au CNM, transposées à l'ensemble du secteur musical, nous avons pu les étendre au reste du spectacle vivant, aux arts visuels, au secteur du livre, parce que finalement, ce sont les mêmes ressorts, les mêmes problèmes, et donc les mêmes solutions qui peuvent s'appliquer. Donc cette prise de conscience-là, me semble-t-il, est assez récente. Il nous faut maintenant travailler dans le domaine, enfin dans les autres domaines des discriminations qui prévalent encore dans le champ culturel et artistique. Est-ce qu'on peut parler d'état d'urgence pour qualifier la question de l'inclusion et de l'égalité dans le milieu de la culture et de la musique en France ? Moi, je le pense très profondément, parce que le ministère de la Culture et les ministres successives et successifs, Françoise Nyssen, puis Franck Riester, puis Roselyne Bachot-Narquin, aujourd'hui Rima Abdul-Malak, portent cette urgence dans la mesure où on est convaincu que la non-représentation de l'intégralité de la société pose un problème majeur, à la fois, enfin à plusieurs égards. D'une part parce que c'est injuste, parce que le talent, il est partout, et qu'il ne faut pas lui donner, enfin empêcher son expression. D'autre part parce que la diversité, dans tous les sens du terme, est une richesse, et pas du tout un boulet. Quand on nous regarde parfois avec commisération ou avec, indignation, enfin le mot est un petit peu fort, en disant oh là là, encore ces histoires d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais non, c'est une chance. C'est justement une chance parce que c'est un autre regard. C'est un enrichissement de la démarche artistique et culturelle, et non pas du tout un frein. Et puis, peut-être en dernier lieu, mais c'est un résumé très, très, très rapide et très, très schématique, et puis aussi parce que ça influe sur les publics. Inévitablement, la non-représentation sur les plateaux culturels et artistiques de la totalité des talents qu'exprime la société française a un impact direct sur les publics qui fréquentent nos lieux de culture, de musique, de théâtre, de danse, nos musées, nos lieux patrimoniaux, qui vont voir les films, qui jouent aux jeux vidéo. Et donc, déconstruire les stéréotypes, les identifier d'abord, les déconstruire et laisser toute leur place aux différentes composantes de la société, me semble à la fois une urgence culturelle et artistique, parce que c'est un plus, parce que c'est un enrichissement, et on l'a vu ce matin au travers des différentes interventions, mais aussi parce que la détermination de la nature, de la qualité et de la quantité des publics qui viendront profiter de cette offre culturelle en dépend. Pour finir ce moment avec vous, j'avais une question à vous poser. Si vous deviez donner un conseil à une jeune femme ou un jeune homme qui veut se lancer dans le monde de la culture ou de la musique, ça serait quoi ? Peut-être on va commencer par la jeune femme. D'y aller, de croire en elle, parce qu'elle est formidable par nature, par naissance, par talent, et que rien ne doit empêcher la libre expression de sa volonté, et on en a eu quelques exemples magnifiques. D'ailleurs, ce matin, les vocations, rien ne doit les arrêter. Et justement, nous sommes là, et c'est là justement le rôle fondamental du ministère de la Culture, de ses opérateurs, de l'ensemble des institutions culturelles et artistiques qui maillent, et c'est heureux, l'ensemble du territoire, des collectivités territoriales également. C'est notre responsabilité de faire en sorte qu'aucun obstacle, ou le moins d'obstacles possible, ne vienne empêcher cette libre expression de la volonté
d'avancer et de se faire une place où qu'on aille et où qu'on veuille aller finalement. Merci beaucoup Agnès Salle pour ce moment partagé avec nous. Merci à vous.